L'immigration en France. L'appel de l'industrie en 1851, lors d'un premier recensement, on dénombre en France 380 000 étrangers, soit à peine plus d'1% de la population nationale. Encore s'agit-il pour l'essentiel de Belges, Suisses ou Allemands venus en voisin travailler dans les industries frontalières. C'est alors que la France, sous le Second Empire, s'engage à marche forcée dans l'industrialisation. Mais cette France-là a été frappée avant tous les autres pays européens par la baisse de la natalité. Sa population, en un demi-siècle, a augmenté de moins d'un quart, de 29 à 36 millions d'habitants, tandis que celle du Royaume-Uni a doublé, de 12 à 23 millions d'habitants. Ne trouvant pas assez de main-d'œuvre dans les villes, les industriels vont la chercher dans les villages, qui voient pour la première fois leur population diminuer, c'est le début de l'exode rural. Ils font aussi appel à une immigration de masse. C'est une première depuis Rollon et ses Normands, près de 1000 ans plus tôt. Cette immigration est sciemment organisée par les grandes firmes, désireuses de main-d'œuvre malléable et peu coûteuse. C'est ainsi que les ouvriers du Nord envoient des agents recruteurs dans le Borinage, la région de Mons, en Belgique, dès les années 1860. Les étrangers enregistrés atteignent le nombre de 800 000 en 1876, soit 2 fois plus nombreux qu'en 1851. Ils dépassent le 1,5 million ans plus tard et vont se tenir à ce seuil jusqu'à la fin de la Grande Guerre, près de 3% de la population totale. Ils viennent des pays proches. Il s'agit pour un tiers de Belges du Borinage venus s'employer dans les mines de charbon. En second lieu, on rencontre des Italiens et leur nombre ne tarde pas à dépasser celui de toutes les autres nationalités. La Suisse est aussi un pays d'émigration important. Tout comme l'Espagne, dont on rencontre en France 100 000 ressortissants en 1911. Il s'agit essentiellement de gens proches de la frontière, basques, navarrais, catalans. Une petite partie seulement des migrants font souche dans le pays. Sur 1,8 million d'Italiens qui arrivent en France, c'est le cas de seulement 420 000 d'entre eux, les autres choisissant soit de rentrer chez eux, soit de partir vers d'autres cieux. Il est vrai qu'ils doivent travailler dur pour se faire une place au soleil, sans aide d'aucune sorte. Et il arrive qu'ils entrent en conflit avec des nationaux. Le cas le plus dramatique concerne des saisonniers piémontais employés dans les marais salants d'Aigues Mortes par la Compagnie des Salins du Midi. Celle-ci avait constitué des brigades au sein desquelles ces Italiens étaient associés à des trimards, vagabonds ou chômeurs recrutés pour la saison. Les premiers, payés au rendement, reprochent aux seconds de casser les cadences. Il s'ensuit des rixes qui débouchent le 17 août 1893 sur un véritable pogrom. Une dizaine d'Italiens sont tués avant que la gendarmerie ait pu intervenir. En dépit de cela, ces premières vagues migratoires sont assez bien acceptées sous la Troisième République. À l'époque de l'affaire Dreyfus, les outrances xénophobes sont dirigées contre les Juifs réputés cosmopolites plutôt que contre ces migrants en voie d'assimilation. Et notons-le, plusieurs sommités ont des noms à consonance italienne qui trahissent un aïeul d'origine transalpine, Léon Gambetta, Émile Zola, Joseph Calini, Savorgnan de Brazza. La saignée de la Grande Guerre va bousculer cette tranquille cohabitation. Concernant la France, rappelons qu'elle n'a connu aucune immigration pendant un millénaire, entre l'établissement des Normands à l'embouchure de la Seine en 911 et l'arrivée de mineurs dans les Houillères du Nord à la fin du XIXe siècle. Cette exceptionnelle stabilité démographique lui a permis de rassembler ses composantes, français, picards, flamands, bretons, basques, alsaciens, corses, languedociens, sous l'égide d'un État fort. La rupture de 1974, le basculement migratoire s'est produit à l'issue des 30 Glorieuses, 1944-1974. Il coïncide avec une rupture dans la croissance économique du vieux continent mais aussi dans son indice de fécondité. Pendant cette période, l'Europe affichait un indice de fécondité, nombre moyen d'enfants par femme, proche de 3, supérieur à ce qu'il est aujourd'hui au Maghreb, en Turquie ou en Iran. C'était un signe de bonne santé sociale et de dynamisme. N'y voyons pas un hasard, note le philosophe Roland Hureau. La société du baby-boom est la plus favorable qu'il ait eu aux jeunes dans le partage de la richesse au cours du XXe siècle. Mais le nombre de naissances a brusquement chuté à partir de 1974 dans presque tous les pays occidentaux, pour une raison qui reste mystérieuse.
L'indice de fécondité est tombé très vite au-dessous du seuil indispensable au remplacement des générations, 2,1. Aujourd'hui, dans certaines régions, Italie du Nord, Allemagne orientale, les couples ont en moyenne un enfant tout juste, ce qui implique à terme une division par deux de la population d'une génération à la suivante. Cette implosion démographique est en passe de briser la chaîne de transmission des connaissances sur lesquelles la civilisation européenne a prospéré pendant un millénaire, d'autant qu'elle s'accompagne d'une vague d'immigration inédite. L'immigration s'est intensifiée au cours du XXe siècle et, d'européenne, elle est devenue mondiale. Le nombre d'entrées est passé de 100 000 par an vers 1980 à plus de 200 000 par an en ce début du XXIe siècle. À quoi s'ajoute l'importante contribution des néo-européens à la natalité. Il s'ensuit que la France métropolitaine abrite d'ores et déjà la plus importante minorité d'origine africaine du vieux continent. En l'absence de statistiques officielles, on l'estime à près de 10% de sa population, soit 2 à 3 millions d'Africains installés en métropole et 2,3 millions de ressortissants des dom-toms dont 700 000 en métropole, en 1963. Le territoire métropolitain comptait officiellement 50 000 immigrants d'Afrique noire. Au vu de ce bouleversement continental, on peut prédire sans trop de risque d'erreur qu'une ère historique se clôt et qu'une nouvelle se profile. Le passage de l'une à l'autre s'annonce d'autant plus périlleux que les leaders politiques ont choisi la politique de l'autruche. N'osant aborder de front les questions migratoires, ils gèrent tant bien que mal le court terme, ce qui les conduit à des contresens dramatiques. Les migrations qui ont pris corps depuis 1974 concernent l'ensemble du monde occidental, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australasie, sans compter l'Afrique australe. Elles sont d'une ampleur sans précédent car elles portent sur des millions de personnes par an, même si, au demeurant, 3% seulement de la population mondiale est en situation de migration, la sédentarité demeurant le propre de la nature humaine. Elles sont surtout d'une nature radicalement inédite et dont nous ne connaissons pas d'équivalent dans l'histoire humaine. Il ne s'agit plus de migration à l'intérieur d'une même ère de civilisation avec pour seul obstacle de rares populations nomades, amérindiens, aborigènes. Nous avons affaire cette fois à des déplacements de population d'une ère de civilisation vers une autre. Ce sont des Orientaux, des Chinois et, de plus en plus, des Africains qui s'installent en Europe occidentale. Ils viennent de régions qui souffrent d'instabilité et de l'absence d'état de droit mais ne sont pas pour autant démunies de ressources naturelles. L'Afrique équatoriale dispose par exemple d'un fabuleux potentiel agricole et minier qui reste à exploiter. Ces régions de départ possèdent un héritage civilisationnel très riche dont leurs ressortissants ne sont pas prêts à se défaire à l'instant où ils débarquent sur le vieux continent, pas plus que les habitants de celui-ci ne sont prêts à renoncer à une identité qui a fait la grandeur de leur pays et fait encore leur bonheur. Il s'ensuit des confrontations inévitables, du moins dans les classes populaires, les classes dirigeantes évitant quant à elles le contact avec les nouveaux arrivants. Ces classes populaires réclament d'être traitées autrement que par de pieuses incantations. France, terre d'accueil concernant la France, rappelons qu'elle n'a connu aucune immigration pendant un millénaire. Entre l'établissement des Normands à l'embouchure de la Seine en 911 et l'arrivée de mineurs dans les Houillères du Nord à la fin du XIXe siècle. Cette exceptionnelle stabilité démographique lui a permis de rassembler ses composantes, français, picards, flamands, bretons, basques, alsaciens, corses, languedociens, sous l'égide d'un État fort. L'immigration s'est intensifiée au cours du XXe siècle et, d'européenne, elle est devenue mondiale. Le nombre d'entrées est passé de 100 000 par an vers 1980 à plus de 200 000 par an en ce début du XXIe siècle. À quoi s'ajoute l'importante contribution des néo-européens à la natalité. Il s'ensuit que la France métropolitaine abrite d'ores et déjà la plus importante minorité d'origine africaine du vieux continent. En l'absence de statistiques officielles, on l'estime à près de 10% de sa population, soit 2 à 3 millions d'Africains installés en métropole et 2,3 millions de ressortissants des dom-toms dont 700 000 en métropole, en 1963. Le territoire métropolitain comptait officiellement 50 000 immigrants d'Afrique noire. Au vu de ce bouleversement continental, on peut prédire sans trop de risque d'erreur qu'une ère historique se clôt et qu'une nouvelle se profile. Le passage de l'une à l'autre s'annonce d'autant plus périlleux que les leaders politiques ont choisi la politique de l'autruche.
N'osant aborder de front les questions migratoires, ils gèrent tant bien que mal le court terme, ce qui les conduit à des contresens dramatiques. Préférence nationale. L'explosion de l'immigration extra-européenne est venue paradoxalement des restrictions à l'entrée légale de travailleurs dans les années 1970. Avant 1974, les pays européens accueillaient librement de jeunes travailleurs d'Afrique du Nord, de Turquie ou d'Afrique noire dans la mesure où ils trouvaient à s'employer. Certains faisaient souche, la plupart revenaient chez eux au bout de quelques années avec un pécule et se faisaient remplacer par un fils ou un neveu. Mais à la fin des Trente Glorieuses, 1944-1974, avec l'augmentation rapide du chômage consécutive à la guerre du Kippour, l'opinion publique et les responsables de droite comme de gauche se rallient à une politique de préférence nationale. Ils multiplient les obstacles à l'entrée de nouveaux travailleurs. C'est ainsi que le 3 juillet 1974, en France, une directive suspend l'immigration légale de jeunes travailleurs du tiers-monde. La nouvelle réglementation met fin à la noria entre pays de départ et pays de travail. Les travailleurs étrangers déjà installés réclament de pouvoir s'établir définitivement en France avec leur famille. Le gouvernement cède à leur pression. Dès le 1er juillet 1975, Paul Dijoux, secrétaire d'État à l'immigration dans le gouvernement Chirac, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, encourage l'immigration familiale en l'accompagnant de primes et d'aides à l'installation. C'est le début d'un enchaînement absurde, l'État multiplie les encouragements financiers à l'entrée de non-travailleurs dans le pays, femmes, enfants, et en même temps gémit de ne pouvoir correctement assimiler les nouveaux immigrants. L'économie quant à elle ne trouve plus dans l'immigration légale les travailleurs motivés dont elle aurait besoin. Les employeurs en manque de main-d'œuvre, dans la confection, le bâtiment, les travaux agricoles, bafouent la loi et le code de travail en multipliant les embauches d'étrangers en situation irrégulière. Il s'ensuit de la part de tous les gouvernements successifs des rodomontades sans fin contre l'immigration clandestine, avec des propos excessifs et des mesures impopulaires, aussi fermes sur le papier qu'inopérantes dans la réalité. La nouvelle réglementation se révèle également néfaste pour le tiers-monde. Elle entraîne une diminution des transferts financiers vers les pays d'origine des immigrants, ces derniers n'ayant plus le souci de nourrir leurs familles restées au village. Au bilan, en contradiction avec le bon sens commun, les restrictions à l'emploi légal de travailleurs étrangers, en France et dans le reste de l'Europe, ont eu pour conséquence de favoriser l'immigration familiale et d'intensifier les flux migratoires sans pour autant réduire le chômage. Elles ont aussi provoqué l'ouverture de nombreuses filières d'immigration clandestine et l'apparition de nouvelles formes d'esclavage. Elles ont enfin aggravé la situation sociale des pays de départ, en Afrique notamment, en les privant des jeunes les plus entreprenants.